Bonjour à tous, donc je vais animer cet atelier. Je m'appelle Anne Janon, je suis maître de conférence en sciences de gestion à l'université Paris Sud, qui est maintenant Paris-Saclay. Donc bienvenue à tous dans cet atelier du 8e congrès philosophie et management. Je suis ravie d'être là avec vous virtuellement et je suis ravie d'écouter avec vous 3 belles communications qui vont nous aider à mieux comprendre les organisations grâce à la philosophie, qui vont nous aider sans doute à moins souffrir dans nos organisations néolibérales et qui vont aussi nous permettre d'oser et d'imaginer des innovations pour nos organisations. Alors, l'atelier va se dérouler en trois temps. Nous allons avoir 3 présentations. La première va être effectuée par Maxime. Elle va s'intituler « Penser et gérer l'organisation ambidextre » avec Stéphane Lupasco, du rejet à l'accueil logique de la contradiction. Puis, nous aurons une seconde présentation effectuée par Pierre-Olivier Monteil, qui portera sur l'évaluation de la performance et la reconnaissance intersubjective. Pierre-Olivier nous apportera un éclairage philosophique sur ce beau sujet. Et enfin, à 10h, nous terminerons avec Xavier Pavie, qui va nous aider à repenser l'innovation à la lumière de la philosophie pour nos enseignements en gestion. Donc, un beau programme pour cette matinée. Alors, nous allons passer donc 3 fois une demi-heure sur ces sujets. Et je vous remercie de bien vouloir noter vos questions dans le chat quand vous le souhaitez. Et à l'issue de chaque présentation, eh bien, vous aurez les uns les autres la parole pour réagir, commenter, proposer des suggestions à nos communicants. Donc, 20 minutes de présentation et puis 10 minutes de questions-réponses et d'échanges qui seront, j'en suis sûre, très féconds. Maxime, on va donc commencer sur penser et gérer l'organisation ambidextre. Donc, Maxime, vous êtes doctorant actuellement à l'ESCP. Vous réalisez une thèse, vous êtes en 3e année de thèse CIFRE, donc votre contrat se passe à la Poste, et vous travaillez dans cette thèse sur les pratiques d'entrepreneuriat et d'intrapreneuriat, c'est-à-dire d'entrepreneuriat au sein de la Poste, j'imagine. Et à ce titre-là, vous allez nous parler d'organisation ambidextre. Donc, the floor is yours. Très bien. Merci beaucoup, Anne. Je vais partager mon écran. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est parfait. Très bien. Eh bien, sans plus tarder, je commence. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que je suis vraiment ravi d'avoir aujourd'hui l'opportunité de présenter mes travaux au 8e congrès de la SPLG. Donc, bon, bah, Anne, voilà, tu m'avais déjà très bien présenté, donc je n'ai pas grand-chose à rajouter. Doctorant en 3e année, et donc aujourd'hui, je vais vous présenter en fait un article que j'ai écrit dans le cadre de ma thèse, qui s'appelle donc « Penser, gérer ». Alors, j'ai rajouté la complexité de l'organisation ambidextre avec Stéphane Lupasco, du rejet à l'accueil logique de la contradiction. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que l'organisation ambidextre? Eh bien, pour comprendre ce qu'est l'organisation ambidextre, il faut revenir à un auteur phare du management, à savoir James March. Dans un article fondateur publié en 1991, James March différencie 2 régimes organisationnels, l'exploration et l'exploitation. D'un côté, l'exploitation consiste pour une organisation à gérer ses activités existantes afin d'assurer sa survie sur le court terme. De l'autre côté, l'exploration consiste pour une organisation à expérimenter de nouvelles activités afin d'assurer sa prospérité sur le long terme. Alors, par exemple, pour le fabricant de skis Salomon, l'exploitation consistait dans les années 90 à conforter sa place de leader sur le marché des skis de compétition en optimisant les performances de ses gammes existantes. Par ailleurs, toujours dans les années 90, Salomon se lança dans une démarche d'exploration en développant le Snowblade,
un tout nouveau genre de petit ski dédié au loisir et pour lequel il n'y avait pas d'historique commercial a priori. Les régimes de l'exploration et de l'exploitation reposent sur des rationalités opposées. En effet, là où l'exploitation s'appuie sur une démarche planifiée à l'avance, l'exploration relève davantage d'une trajectoire émergente et incertaine. Là où l'exploitation cherche à réduire le risque, l'exploration implique une prise de risque. Là où l'exploitation permet d'assurer des succès immédiats, l'exploration conduit le plus souvent à des échecs. En somme, ces deux régimes apparaissent contraires dans leur nature. Pourtant, ils s'avèrent tous les deux nécessaires au bon développement d'une organisation. L'organisation ambidextre désigne alors une organisation qui est capable de combiner l'exploration et l'exploitation. On dit d'une telle organisation qu'elle est dotée d'une capacité d'ambidextrie car elle parvient à jouer sur ces deux plans avec autant de dextérité. Alors, une organisation peut devenir ambidextre de plusieurs façons. On distingue ainsi trois formes courantes d'ambidextrie. L'ambidextrie structurelle, d'une part, qui consiste à isoler l'exploration et l'exploitation dans des unités d'affaires différenciées, c'est-à-dire dans des structures différenciées. L'ambidextrie séquentielle, d'autre part, qui consiste à alterner entre des périodes d'exploration puis d'exploitation au cours de l'évolution d'un projet ou d'une organisation. Et l'ambidextrie contextuelle, enfin, qui consiste à découper l'activité d'un individu afin qu'il puisse se consacrer tantôt soit à l'exploration, tantôt soit à l'exploitation, selon le contexte en question. Si ces trois formes d'ambidextrie sont différentes, elles reposent en fait sur un postulat commun, à savoir celui de la nécessaire séparation des deux régimes. Cette séparation intervient principalement à trois niveaux, dans l'espace, dans le temps, et dans la fonction qui est associée aux individus, aux structures ou aux périodes d'activité. En préconisant la séparation des régimes contraires, la pensée de l'organisation ambidextre reflète en fait la logique classique dite aristotélicienne qui repose sur trois principes. Le principe d'identité qui postule qu'une chose A est A, c'est-à-dire l'exploration et l'exploration, et l'exploitation et l'exploitation. Le principe de non-contradiction qui postule qu'une chose A n'est pas non A, son contraire, c'est-à-dire l'exploration n'est pas l'exploitation et l'exploitation n'est pas l'exploration. Et le principe du tiers exclu enfin qui postule qu'une chose est soit A, soit non A, et pas autre chose entre les deux, c'est-à-dire l'exploration ou l'exploitation, mais pas autre chose entre les deux. Cette logique aristotélicienne débouche alors sur une table de vérité qui fonde une conception dichotomique de l'organisation ambidextre, c'est-à-dire une conception où les deux mondes sont séparés de façon hermétique. L'organisation ambidextre se voit ainsi découpée donc en deux mondes, celui de l'exploration et celui de l'exploitation. Dans chaque monde, le régime associé est vrai tandis que le régime opposé est faux. Par exemple, dans le monde de l'exploration, le régime de l'exploration est considéré comme vrai dans le sens où il est développé, tandis que le régime de l'exploitation est considéré comme faux dans le sens où il n'y est pas développé. Autrement dit, cette logique aristotélicienne rejette la contradiction. Par conséquent, dans chaque monde peut se déployer une gestion de la non-contradiction qui correspond soit à la gestion de l'exploration, soit à la gestion de l'exploitation, mais pas à la gestion de l'exploration et de l'exploitation en même temps. Pourtant, la contradiction ne saurait être totalement évacuée de l'organisation ambidextre, et pour cause. Outre la séparation des régimes, la littérature souligne aussi l'importance de veiller à leur intégration. L'intégration consiste à relier les régimes de sorte à coordonner leurs échanges, à favoriser leur synergie. Par conséquent, l'intégration implique la gestion des interfaces entre l'exploration et l'exploitation, ainsi que la gestion des frontières entre ces deux mondes, qui constituent des zones contradictoires. Plus encore, l'intégration consiste à gérer les tensions, les contradictions et les conflits entre l'exploration et l'exploitation. Alors, par exemple, si on poursuit le cas du projet Snowblade de Salomon, plusieurs contradictions se sont manifestées entre l'exploration et l'exploitation. Parmi ces contradictions, l'une s'est présentée au niveau technique. En effet, le procédé industriel qui était en place à l'époque et qui permettait de produire les gammes existantes n'était pas adapté à la fabrication du Snowblade. Plus précisément, le procédé n'était pas conçu pour la fabrication de skis inférieurs à 1 mètre de long. Par ailleurs, étant donné l'incertitude quant à l'éventuelle réussite commerciale du Snowblade, l'entreprise ne pouvait pas prendre le risque d'investir dans une nouvelle machine coûteuse. Cette contradiction exploration-exploitation a finalement été résolue par l'idée ingénieuse d'un employé, à savoir la production en siamois.
Cette idée consista à produire un ski long, ce qui était possible avec le procédé industriel existant, puis ensuite à couper ce ski long en 2 petits skis, c'est-à-dire en deux snowblades. Ce faisant, Salomon est parvenu à intégrer l'exploration et l'exploitation en fabriquant un nouveau produit avec le procédé industriel en place. Alors, le cas Salomon nous montre l'importance de gérer les contradictions entre l'exploration et l'exploitation au cours du processus d'innovation en favorisant leur intégration. Dès lors, la logique aristotélicienne, qui par principe rejette la contradiction, n'apparaît pour ainsi dire pas logique pour penser et gérer l'organisation ambidextre. De là émerge donc ma question, ou du moins la question que je tente d'aborder à travers cet article. Comment penser et gérer logiquement l'organisation ambidextre et ses contradictions, c'est-à-dire et sa complexité. Alors j'espère que jusqu'ici tout va bien. Alors donc pour répondre à cette question, en fait, je propose de recourir à la logique développée par Stéphane Lupasco. Alors tout d'abord, qui est Stéphane Lupasco? Eh bien, Stéphane Lupasco, c'est un philosophe des sciences franco-roumain du XXe siècle. Ses travaux ont notamment irrigué les courants de la complexité, donc chez Edgar Morin, ainsi que ceux de la transdisciplinarité. Et en s'appuyant sur les découvertes scientifiques de son époque, en particulier en physique quantique, mais aussi en biologie et dans une moindre mesure en psychologie, Lupasco a développé une logique pour penser la contradiction. Cette logique se nomme la logique dynamique du contradictoire. Alors pour comprendre la logique de Lupasco, prenons 2 événements opposés, notés E et non E, comme par exemple les événements « je vais bien » et « je ne vais pas bien ». Considérons également la non-contradiction, notée non C, et la contradiction, notée C. La logique aristotélicienne, nous l'avons vu, résonne en termes de vérité et de fausseté. Par conséquent, si je vais bien est vrai, alors je ne vais pas bien est faux. Inversement, si je ne vais pas bien est vrai, alors je vais bien est faux. Dans les 2 cas, la non-contradiction est vérifiée et la contradiction rejetée. Alors, contrairement à cette logique, la logique lupasquienne résonne non pas en termes de vérité et de fausseté, mais en termes d'actualisation et de potentialisation. Lupasco explique ainsi que si un événement s'actualise, c'est-à-dire s'il devient effectif, alors son anti-événement, l'événement opposé, se potentialise, c'est-à-dire qu'il devient latent. Par conséquent, si je vais bien s'actualise, alors je ne vais pas bien se potentialise. Autrement dit, je ne saurais aller bien sans la possibilité et la potentialité de ne pas aller bien. Dans ce cas, l'événement « je ne vais pas bien » n'est donc pas faux dans l'absolu, il reste vrai dans la mesure où il reste possible. Partant de là, si je ne vais pas bien s'actualise à son tour, alors je vais bien se potentialise. De la même façon, je vais bien n'est pas faux, mais reste potentiel. Dans cette dynamique, Lupasco identifie alors un moment où les événements opposés sont tous les 2 semi-actuels et semi-potentiels. Autrement dit, à ce moment précis, les événements « je vais bien » et « je ne vais pas bien » sont tous les 2 à moitié actualisés. Par conséquent, ce moment, qui se rapporte au tiers inclus, correspond à un état d'équilibre contradictoire entre les opposés. Lupasco distingue alors 3 situations logiques principales. Les 2 premières situations tendent vers la non-contradiction, car un seul événement est amené à s'actualiser. Dans ce cas, on dit que la non-contradiction s'actualise. Au contraire, la 3e situation, celle du tiers inclus, tend quant à elle vers la contradiction, car les événements opposés sont en conflit pour leur actualisation, et dans ce cas, on dit que c'est la contradiction qui s'actualise. On peut noter des différences majeures entre les logiques aristotéliciennes et lupasquiennes. Alors que la logique aristotélicienne est une logique statique de la non-contradiction, la logique lupasquienne est une logique dynamique de la contradiction. La logique lupasquienne permet alors de penser 2 dimensions éludées par la logique aristotélicienne. D'abord, cette logique permet de penser la transition des opposés à travers le jeu dynamique des actualisations et des potentialisations. Ensuite, cette logique permet de penser la superposition des opposés à travers l'état d'équilibre contradictoire caractérisé par le tiers inclus. Alors, j'en ai presque terminé. Donc maintenant, on va aborder la 3e partie, qui consiste justement à tenter de repenser l'organisation ambidextre à travers la logique lupasquienne. Alors, tout d'abord, cette logique lupasquienne nous permet de reconcevoir l'organisation ambidextre comme étant composée de non plus 2, mais 3 mondes, celui de l'exploration, celui de l'exploitation et celui de l'intégration des 2 premiers. Ces 3 mondes peuvent être caractérisés en fonction de l'état des régimes opposés ainsi que de leur mode de gestion. En l'occurrence,
Dans les mondes de l'exploration et de l'exploitation, le régime associé au monde en question se voit actualisé, tandis que le régime opposé se voit potentialisé. Ce faisant, les deux mondes peuvent être gérés de manière relativement indépendante, ce qui permet d'éviter provisoirement la gestion de leurs contradictions. Pour autant, dans le monde de l'intégration, les régimes de l'exploration et de l'exploitation sont amenés à se rencontrer. Ils se situent par conséquent dans un état d'équilibre contradictoire, c'est-à-dire deux tiers inclus. Étant donné les caractères contraires des deux régimes, cette rencontre fait émerger des tensions, des contradictions et des conflits. Par conséquent, le monde de l'intégration appelle la gestion de la contradiction. Finalement, ce monde de l'intégration doit être pensé comme un monde tiers à part entière, dont la gestion s'avère tout aussi nécessaire que celle des mondes de l'exploration et de l'exploitation. Plus précisément, le monde de l'intégration doit être géré à trois moments clés du processus d'innovation. D'abord, il s'agit de gérer l'intégration en amont du processus lors de la transition de l'exploitation à l'exploration. Par exemple, lorsqu'une initiative innovante est amenée à émerger au sein d'une organisation existante. Ensuite, il s'agit de gérer l'intégration au cours du processus lors de la superposition de l'exploration et de l'exploitation. Par exemple, lorsqu'un innovateur et un manager sont amenés à se rencontrer dans le cadre d'un projet, comme par exemple ce fut le cas dans le cadre du projet Snowblade de Salomon. Enfin, il s'agit de gérer l'intégration en aval du processus lors de la transition de l'exploration à l'exploitation, par exemple lorsqu'un nouveau produit est amené à être industrialisé au sein de l'organisation. La logique de Lupasco nous permet finalement de penser la complexité de l'organisation ambidextre. Fondamentalement, il s'agit de substituer à la pensée simple, voire simpliste, que d'aucuns diront simplexe, celle où prévaut la séparation des contraires, une pensée complexe qui à la fois sépare et relie les contraires. En ce sens, cette logique lupasquienne est très proche de la philosophie chinoise du process, telle que décrite par le sinologue François Julien, dont nous avons une intervention très intéressante lors de l'introduction de ce congrès, et donc incarnée par le fameux symbole du Tao, qui signifie les caractères contraires et complémentaires du yin et du yang. Alors, en une minute, pour conclure, un point essentiel me semble devoir être précisé. Avec ce travail, mon propos n'est pas d'enfermer la réflexion sur l'organisation ambidextre dans un cadre conceptuel rigide. Il s'agit plutôt de nous inviter à réfléchir à la logique, souvent inconsciente, qui guide la pensée et la gestion de l'organisation ambidextre. Il s'agit encore de nous inciter à accueillir la contradiction en allant au-delà de l'approche binaire de la séparation des contraires. Il s'agit enfin de suggérer, dans la lignée de Mary Parker Follett, que les conflits sont constitutifs de la vie organisationnelle. Il importe donc de ne pas chercher à les refouler, mais au contraire de leur permettre de s'exprimer et surtout de les gérer dans une optique constructive. Je vous remercie pour votre attention et donc je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Maxime, pour cette très belle présentation. Est-ce que les participants ont des questions, des réactions, des propositions? Donc, vous pouvez prendre la parole, n'hésitez pas en activant votre micro. Peut-être que je peux commencer en attendant que les questions émergent tout doucement. Vraiment, merci beaucoup pour cet éclairage philosophique qui nous aide à aller au-delà du binaire, en fait, hein, au-delà de la séparation des contraires, qui nous incite à relier. Moi, j'ai peut-être une question avec l'actualité là, et la crise du Covid qui, me semble-t-il, tendrait peut-être à renforcer dans ces équilibres l'exploitation plutôt que l'exploration. Quel impact ça a sur cet équilibre, cette alchimie un petit peu complexe et toujours mouvante et dynamique? Est-ce que, Maxime, vous avez pu un peu observer ça dans votre recherche, puisque vous êtes doctorant en entreprise au concret? Tout à fait. Alors oui, c'est une vaste question. Bon, alors je ne suis pas du tout, expert sur le sujet. Mais effectivement, ce qui était, je trouve, assez intéressant avec la crise du Covid, c'est que finalement, on s'est retrouvé tout à coup, et Laurent Bibard l'explique bien, dans une période d'incertitude fondamentale, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y avait quand même quelque chose de nouveau, d'émergent, d'incertain, de complexe.
qui apparaissaient comme ça. Et en fait, le réflexe classique, je dirais, et d'ailleurs on retrouve aussi dans les organisations lorsqu'il y a des imprévus ou voilà, des aléas, c'est d'essayer d'appliquer les recettes du passé, quoi, et voir si ça fonctionne. C'est-à-dire en fait se fonder sur l'exploitation, sur nos connaissances. Et c'est important de le faire, je pense, parce que forcément, il faut capitaliser sur ce qu'on connaît, sur ce sur quoi on est compétent, sur ce qu'on a déjà expérimenté. Mais parfois, en fait, c'est pas suffisant parce que les recettes du passé ne permettent pas forcément toujours de répondre aux contraintes du présent et du futur. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir justement que parfois, voilà, lorsqu'il y a des déviations, je dirais des déviances initiales qui visent justement à s'écarter un peu des sentiers battus pour aller expérimenter d'une nouvelle façon les sujets, d'une nouvelle façon les expériences, eh bien, généralement, il y a des conflits qui vont émerger entre les tenants du passé et puis les innovateurs, les déviants en fin de compte. Et dans ce cas-là, en fait, ces conflits, parfois, ils sont difficiles à gérer parce que c'est des schémas de pensée différents qui vont s'exprimer, des points de vue différents sur la question, avec voilà, des experts qui ne vont pas être forcément d'accord entre eux. Et donc, dans ce cas-là, en fait, moi, ce qui m'intéresse et ce que je retrouve dans les organisations, c'est que ce genre de conflits, en fait, ont la potentialité, pour reprendre le terme de Lupasco, d'être constructifs. Et donc là, voilà, je m'appuie vraiment sur les travaux de Mary Parker Follett, qui explique que finalement, c'est dans ces moments de conflit qu'on peut collectivement construire des nouvelles solutions, expérimenter, mais pour ça, il faut arriver à se dire que ce conflit peut être constructif et pas uniquement destructif, et ne pas s'enfermer en fait voilà, dans l'opposition frontale avec celui qui n'est pas d'accord avec nous, quoi. Donc voilà, bon, c'est pour très rapidement donner un peu le cadre, mais effectivement, je pense que cette question des conflits est aujourd'hui très cruciale, notamment dans la crise que nous traversons. Merci beaucoup. Oui, la crise comme une opportunité peut-être. Une très belle question nous est posée par Aurore. Aurore, je peux vous laisser peut-être prendre la parole? Oui, bonjour Maxime. Merci beaucoup pour votre présentation. J'ai du coup eu un petit aperçu de l'auteur dont vous me parliez lors de ma présentation. Très intéressant, évidemment. Et c'est vrai que dans beaucoup d'organisations, et notamment dans les organisations multinationales, on a toujours ce décalage entre l'exploitation et l'exploration qui n'est pas toujours bien géré, effectivement. Et alors, ma question, c'est est-ce que une telle gestion intégratrice entre ces deux mondes peut être concevable finalement de façon durable, donc à long terme, dans une société où les organisations ont un objectif de croissance, donc de déséquilibre complètement, et non d'équilibre? C'est assez vaste comme question, mais je me pose la question, que je voulais savoir ce que vous en pensiez. Vaste question à laquelle il faudra répondre en 4 minutes. Très bien. Moi, je vais me forcer d'être assez succinct. Donc, merci beaucoup, Aurore, pour cette question. Effectivement, oui, la question de la possibilité d'équilibre en fait dans un monde voilà, où on est plutôt comment dire, animé par un déséquilibre permanent, notamment d'ailleurs voilà, face au contexte, au-delà du Covid, le contexte actuel économique et politique, où finalement voilà, on a des nouvelles formes de création entrepreneuriale, en fait, où aujourd'hui on a parvenu, enfin, comment dire, la société dans son ensemble est rentrée dans une sorte d'exploitation de l'exploration, c'est-à-dire de parvenir sans cesse à réexplorer à travers voilà, le développement de plein de nouvelles innovations qui remettent en cause vraiment les industries existantes, les industries traditionnelles. Et en fait, ce qui est intéressant, je trouve, dans les organisations, c'est de penser cet équilibre, non pas justement comme un équilibre fixe, c'est-à-dire un équilibre qui serait complètement stable, mais en réalité un équilibre qui n'est fait que de déséquilibres permanents et successifs. Et en fait, c'est un équilibre qui est atteint à travers le jeu, comment dire,
oscillant des déséquilibres permanents, quoi. C'est-à-dire arriver à rester toujours en mouvement, en dynamique, et ce faisant, en fait, parvenir à développer une forme d'équilibre, mais instable, quoi. Un peu comme quand on fait du vélo, finalement, on donne un coup de pédale à droite, à gauche, et puis voilà, on arrive. Et ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est que comment dire, dans les organisations, notamment dans les programmes d'innovation, qui cherchent généralement à isoler l'exploration pour justement la protéger de l'exploitation, en fait, il y a toujours des liens qui vont s'opérer entre les deux mondes, et ces liens vont être justement générateurs de déséquilibre. Déséquilibre de point de vue, déséquilibre d'intérêt, déséquilibre d'objectifs. Et c'est dans ces moments-là, en fait, dans ces moments de rencontre en déséquilibre, qu'il est peut-être possible d'imaginer des nouvelles solutions pour créer un nouvel équilibre qui sera temporaire, en fait, parce qu'il ne sera que, comment dire, l'équilibre avant le prochain qui s'exprimera. Et dans ce cas-là, il ne faut surtout pas se baser uniquement sur cet équilibre atteint temporairement, mais penser déjà au prochain déséquilibre, je dirais, qui pourrait surgir, quoi, et être dans cette gestion permanente des déséquilibres. Donc, voilà, pour un peu donner une forme de réponse à cette question qui n'est pas évidente et que voilà, qui m'intéresserait quand même à approfondir par la suite de mes travaux. Est-ce que peut-être en 2 minutes, on peut envisager la question de Christian qui nous parle de recherche interventionnelle? Très rapidement, Christian. Ah, on ne vous entend pas, il faudrait activer votre micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. Ah, d'accord. Bien, merci de me donner la parole. Je vais me contenter pour aller vite de simplement relire la question que j'ai écrite sur le chat. Je ne suis pas spécialiste de management, je suis en fait spécialiste de didactique des langues. Et en didactique des langues, comme en santé publique, et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce qu'on appelle en santé publique la recherche interventionnelle, qui a été créée aux États-Unis, en Angleterre, avant les années 2000, mais qui est arrivée en France dans les années 2000, avec ce paradoxe à gérer qu'il existe en santé publique un certain nombre de principes et de pratiques que l'on sait très bonnes parce qu'elles sont validées scientifiquement, par exemple les gestes barrières, mais il ne suffit pas de le faire savoir, c'est-à-dire que les campagnes de sensibilisation ne fonctionnent pas. Il faut à tout prix pour que les gens se les approprient, trouver des modes d'intervention auprès d'eux, de manière à ce qu'ils puissent, encore une fois, se les approprier en tenant compte de leur culture et de leur environnement. Et donc, la recherche interventionnelle est une recherche qui porte sur les différentes manières, justement, d'intervenir auprès de différents publics pour qu'ils puissent s'approprier ces principes et ces pratiques. Alors, excusez-moi, si je reporte ça sur l'intervention de Maxime, ma question, c'est est-ce que la recherche interventionnelle ne serait pas justement, on ne pourrait pas la définir comme une exploration de la manière d'exploiter, une exploration sur l'exploitation? C'est intéressant, très intéressant. Je ne sais pas si j'ai le temps, Anne, de répondre très brièvement. Très vite, surtout que vous avez encore plein d'autres questions. Votre présentation a été tellement passionnante, on va peut-être pas pouvoir répondre à tout. Mais Mathias aussi vous envoie des pistes de réflexion, peut-être une manière de conclure pour vous. Parfait, merci beaucoup Christian. Alors je vais me pencher sur cette question de la recherche interventionnelle dont je ne suis pas du tout familier, mais en fait ce qui me vient à l'esprit à travers votre suggestion, c'est cette question aussi de la question, comment dire, de la relativité de l'exploration et de l'exploitation. C'est-à-dire on peut très bien imaginer dans un monde une pratique ou une activité qui est exploitée, qui est connue, sur laquelle voilà, on a effectivement des résultats prévisibles, etc. Mais en fait, lorsqu'on va tenter d'implémenter cette pratique dans un autre univers qui ne va pas être du tout familier avec ce genre de pratique, bah pour eux, en fait, pour cet univers-là, ça va être une exploration. Donc, et dans ce cas-là, effectivement, il faut arriver à accompagner finalement l'exploration de l'exploitation parmi comment dire, les personnes qui vont être dans ce nouvel univers qui n'est pas familier avec l'exploitation en question. Et peut-être que là, à cet égard, la recherche interventionnelle constitue une piste, ma foi, très, très, très riche. Hein, donc, je vais aller creuser ça. En tout cas, merci beaucoup, Christian, pour votre point.
Merci à vous. Merci à tous. Alors, je vous invite, Maxime, à prendre connaissance dans le chat d'une autre question. Oui. Malheureusement, on ne va peut-être pas pouvoir débattre ensemble avec plein d'autres idées, celle de Wittgenstein, d'Adorno, de Winnicott, dont je réalité aussi. Voilà, donc je pense que Merci beaucoup, plein de Mathias. possibilités encore à creuser. Et puis, nous allons maintenant continuer cet atelier avec Pierre-Olivier Monteil, qui va nous parler pendant cette demi-heure d'évaluation de la performance et de reconnaissance intersubjective. Donc, Pierre-Olivier, vous êtes chercheur associé au Fonds Ricoeur à Paris. Vous enseignez l'éthique appliquée dans de nombreuses institutions, l'Université Paris-Dauphine, en master, en MBA. Vous enseignez également à l'ESCP, à la Sorbonne. Et vos recherches portent sur la question du politique en société démocratique, ainsi que sur les pratiques de pouvoir dans le management des organisations. Vous avez publié de nombreux ouvrages, il serait trop long là de tous les citer, mais parmi lesquels en 2013 Ricoeur politique, et puis Éthique et philosophie du management en 2016. Et vous avez encore de nouveaux ouvrages en préparation, de l'espérance à l'utopie pour 2021, et puis Éthique de l'action ordinaire, encore en 2021, donc beaucoup d'ouvrages. Voilà, je vous laisse la parole maintenant pour nous parler d'évaluation de la performance. Merci beaucoup pour cette présentation et bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, et en fait, il sera question de l'évaluation de la performance comme d'un simple exemple de la contribution possible de la philosophie quand elle porte le regard sur les situations qui intéressent les sciences de gestion en général. Alors, s'agissant de l'éthique, évidemment, au moins depuis les années 90, c'est devenu un mot très commun dans les organisations. On parle de charte éthique qui s'attache à éclairer des choix professionnels. On parle aussi des finalités de l'organisation conçues en termes de responsabilité sociale de l'entreprise et puis, plus récemment, en termes de raison d'être. Le plus souvent, il me semble que ces démarches visent à prévenir un risque éthique et juridique en énonçant des limites. Or, me semble-t-il, pour répondre pleinement à ces soucis, c'est une intention négative d'empêcher, mais elle ne peut suffire. Un projet positif est nécessaire. Autrement dit, les automobilistes ne respectent pas le code de la route uniquement par la peur du gendarme, mais parce qu'ils sont tous convaincus de ce que c'est indispensable à la circulation, et le désir de circuler fait le reste. Donc voilà le projet positif. Les règles déontologiques sont respectées en profondeur par des professionnels qui partagent un certain idéal de leur métier, plutôt que la peur de l'accident ou du gendarme. Mais la philosophie, me semble-t-il, semble tout indiquer pour aider à renouer avec cette intention positive qui est trop souvent l'oubliée des stratégies purement réactives. Pour justifier cette idée, je m'en tiendrai à une philosophie en particulier, Paul Ricoeur comme de juste, et je trouve intéressant d'observer chez lui que pour caractériser l'acte philosophique d'une part et le raisonnement scientifique de l'autre, Ricoeur les distingue à partir du langage. Pour lui, le langage scientifique s'attache à produire des énoncés univoques, en adoptant une objectivité séparée du coup des intérêts humains existentiels. Ces formulations s'obtiennent donc par isolement d'un domaine d'étude disjoint de ce qui est rapport de sens. D'où un discours essentiellement logique qui met entre parenthèses le rapport vivant à la condition humaine, ici et maintenant, qui est tenu à l'écart par la démarche scientifique. Il faut donc, et c'est le rôle de la philosophie, qu'elle s'attache à réintroduire la dimension existentielle du sens qui a été tenue à l'écart par la démarche scientifique. Ce faisant, elle énonce une pensée qui exclut la notion de système, car le système implique un fonctionnement selon des lois, elles-mêmes indépendantes du vécu des acteurs. Il y a un autre texte où Ricoeur dit notre faire fait que la réalité n'est pas totalisable. Puisque nous sommes inventifs, on ne peut pas avoir de théorie a priori de l'action, parce que nous allons la déjouer par notre capacité d'invention. Donc, cette idée, c'est donc de critiquer la notion de système en tant qu'elle s'applique à des humains, ce qui met au jour
plutôt un sens du possible, un projet positif qui oriente l'agir humain. Alors donc, c'est cette démarche-là que je vous propose d'illustrer à travers l'évaluation dans le domaine du management. Et je le ferai en 3 temps, dans un registre d'abord éthique, puis un registre politique, et enfin un registre anthropologique. Alors, éthique de l'évaluation, premier temps, c'est la distinction qu'on peut faire à la lumière de Kant entre jugement déterminant et jugement réfléchissant. Ricoeur, dans un texte que je ne cite pas en détail, s'attache à promouvoir une manière d'évaluer les comportements humains qui soit nettement différenciée de celle des jugements qu'on porte sur les choses. Et c'est le souci de cette distinction qui le conduit à mobiliser la différence entre jugement déterminant et jugement réfléchissant. Alors, qu'on doit à Kant. Alors, le jugement déterminant procède, on peut dire, en quelque sorte de haut en bas. J'ai appris par ma culture, par ma formation, par la langue française, le mot stylo. Donc, c'est une catégorie générale que j'ai en tête. Et en fait, en appliquant cette catégorie générale comme une fonction avec des inconnus, je peux reconnaître tel stylo qui relève de cette catégorie-là et j'applique finalement une valeur numérique à mon X de la formule générale pour reconnaître que ce stylo est un représentant particulier de cette catégorie générale. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous mobilisons un savoir et nous l'appliquons à des situations. En entretien d'évaluation, si je caricature, ce serait, eh bien, je vais mesurer mes écarts entre les objectifs qui ont été définis 1 an plus tôt et les résultats obtenus. Et selon l'importance de l'écart, on va additionner résultat par résultat et on obtiendra quasiment un total mécaniquement qui sera l'évaluation à travers une grille qui a été purement définie a priori et qui ne tient pas compte, qui se trouve être sans rapport avec, non pas les résultats bien sûr, mais avec l'activité elle-même, c'est-à-dire le contexte, la personne, la situation, les enjeux, tout ce qui donne chair à cette situation, chair humaine. Et alors, c'est là où entre en scène le jugement réfléchissant qui procède exactement en sens inverse. Il part de la situation concrète et recherche cette fois de bas en haut la règle à lui appliquer. On part de la situation. Kant s'y réfère en particulier par rapport au jugement esthétique et plus encore par rapport au jugement de goût. Pourquoi? Parce que le jugement de goût, d'après lui, est celui qui est le moins sujet à conformisme. Et en fait, c'est comme un acte d'invention et d'inventivité qui a lieu, à savoir que ça nous est arrivé à tous. Vous entrez dans une salle d'exposition et puis on aurait du reste tentation de se raccrocher à des catégories en cherchant une notice, des catégories telles la naissance et date de naissance et de mort de l'intéressé, etc. Et en fait, on essaie de rester dans le jugement déterminant à ce moment-là. On cherche une catégorie à appliquer ensuite au tableau. Alors que le jugement réfléchissant consiste à s'exposer devant le tableau et à se demander mais qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'éprouve? Et en fait, je pars du contexte singulier, expérience inédite, puisque ce tableau, je ne l'ai jamais vu avant, et je vais le rattacher à une catégorie que j'avais déjà mentalement présente, qui est aussi une catégorie générale. Donc, à ce moment-là, ça veut dire on intervient non pas en termes de savoir, mais en termes de réceptivité, d'empathie, et en zoomant, en s'attachant au plus près de ce que la situation a de spécifique. Il me semble qu'à partir de là, on n'est plus dans une exactitude en termes de savoir, mais dans une justesse en termes de perception et d'adéquation. Donc, loin de tout arbitraire, l'évaluateur éprouve alors la justesse d'être soi-même et le sentiment d'être vivant, selon Kant. Et pour Kant, c'est l'expérience même du beau, c'est de sentir cette adéquation et cette justesse. Alors, l'idée, c'est que ces deux jugements ne sont pas à appréhender de façon binaire, c'est ni ou bien l'un ou bien l'autre, ni ou tout l'un ou tout l'autre. On a entendu suffisamment le dépassement d'Aristote tout à l'heure pour ne pas avoir besoin d'y revenir, mais d'essayer au contraire de les combiner, de les concilier, de les ajuster au mieux en situation, et en fait d'avoir comme une palette, en sachant simplement que nous avons les deux polarités possibles, et non pas une seule qui serait le jugement déterminant, qui est bien entendu privilégié dans notre formation et dans une rationalité bien française, quoi. Alors, voilà, la perspective, c'est que l'idéal d'un entretien réussi, ce serait que les protagonistes aient l'impression de s'être reconnus. Et non pas de procéder de façon anonyme et systématique. Bon, et on voit bien que à ce moment-là, les choses se relativisent. C'est-à-dire que être reconnu, c'est la personne qui est reconnue, et en fait, elle se détache sur fond de ses résultats. Ce qui empêche à la personne de se prendre pour ses résultats.
Et inversement, à l'évaluateur d'identifier, d'oblitérer quelqu'un, de l'assigner à ses résultats, comme de le fixer, comme on peut s'assigner à résidence, à un résultat statique. Bon. Donc l'idée, c'est prendre ces distances par rapport à ce qu'on appelle couramment la culture du résultat, qui notamment est dupe d'un tropisme facile et trompeur, c'est-à-dire la carte n'est pas le territoire. Si on zoome, si on identifie les personnes et leur action à un résultat à travers un indicateur, on verra bien que l'indicateur n'est qu'une manière approchée de cerner une réalité beaucoup plus subtile. Et donc, il faut décaler les approches et ne pas, là aussi, oblitérer la réalité de l'activité en l'assimilant à un pur et simple indicateur. Bon. Du coup, on voit que là se dégage un projet positif, c'est-à-dire cette perspective de la reconnaissance intersubjective. Bon. Ça va nous mener dans un deuxième temps à une approche politique, management et pouvoir, en se demandant, mais finalement, qu'est-ce qui peut porter tel manager à introduire ce type de préoccupation dans sa façon de travailler? Alors on pourrait dire peut-être de la bienveillance, mais il me semble que plus profondément, on peut désigner une posture qui a à voir avec l'exercice du pouvoir. Donc si on considère que manager, c'est exercer un pouvoir, et en considérant justement la distinction entre pouvoir et autorité. Le pouvoir impose, l'autorité propose. En politique, le pouvoir, c'est ce qu'on appelle domination. Le pouvoir propose, et l'autorité propose, et c'est, on pourrait dire, la posture d'autorité est une posture qui se situe en transmetteur. J'ai appris des choses, je suis redevable à mon expérience, mes formateurs, les gens qui m'ont conseillé, etc. Et cette posture de transmetteur me porte moi-même à prolonger la lignée en me décentrant de ma posture de pouvoir pour essayer de voir comment est-ce que je peux contribuer à ce que l'autre, non seulement ne soit pas rabaissé, mais au contraire puisse grandir, puisse croître. Et on peut dire que l'autorité de ce point de vue-là accomplit un paradoxe, c'est-à-dire qu'elle dépasse l'antagonisme entre autonomie et hétéronomie. Il peut y avoir une obéissance effective, mais qui a lieu au nom de l'autonomie. Autrement dit, quand je sens que le N+1 me donne un conseil ou une instruction dont je perçois plus ou moins intimement qu'elle va m'augmenter en capacité, en expérience, m'ouvrir des horizons, à ce moment-là, au nom même de l'autonomie, je vais obéir. Donc c'est toute la problématique de un surcroît d'autonomie ne peut que susciter l'obéissance. Bon. Perspective, c'est que ça induit une posture de management qui implique un décentrement. Donc, je ne m'intéresse pas tellement à mon statut, ni à celui de l'autre, mais à la potentialité de l'interlocuteur. Bon. Deuxièmement, c'est une dimension qui, secrètement, comporte une dimension égalitaire. D'une part, parce que j'imagine mon interlocuteur comme potentiellement à ma place et éventuellement qu'il pourrait me dépasser un jour, une fois qu'il aura cru et augmenté en expérience et en capacité. Et puis deuxièmement, il y a une égalité secrète qui tient dans le fait qu'il n'existe d'autorité que reconnue par l'autre. Donc il faut que je m'expose à ce risque de ne pas être reconnu en tant qu'autorité, et je pense que c'est une chose qui arrive souvent. Voilà, et enfin, pour ne pas prendre trop de temps, je passe directement à cette troisième partie pour une approche anthropologique du management. Alors, je me réfère à anthropologie au sens de qu'est-ce que l'humain au travail et en management en particulier. Je me réfère ici de nouveau à Kant, à travers un ouvrage qui s'appelle l'anthropologie d'un point de vue pragmatique. Ça veut dire Kant s'interroge pour penser ce que c'est que l'agir humain, ce qu'est l'humain en action. Non pas une épistémologie de l'humain statique, de toute éternité, mais qu'est-ce qui se passe quand nous agissons en tant qu'humains. Et alors là, il met en lumière que l'agir humain se déploie non pas dans un registre, mais dans trois, quel que soit le contexte, qu'il appelle avoir, pouvoir, valoir. Avoir, c'est le registre de l'économie. Ça circule, il y a des échanges.
il y a des contributions et des rétributions, etc. Dans le pouvoir, il y a du pouvoir, nous voyons tout de suite ce que ça veut dire, et le valoir, donc le premier à voir avec l'économie, le deuxième à voir avec le politique, et le valoir, c'est avec quel prisme, sous quel prisme est-ce que nous évaluons les enjeux, les personnes, les situations, les actes, etc. Donc c'est le registre des représentations et donc de la culture. Alors, l'idée c'est que on peut identifier que dans chacun de ces registres, le phénomène de l'exemple de l'évaluation entre guillemets réussie, qui a donné lieu à reconnaissance, a un output qui sera la gratitude du bénéficiaire. Donc, on voit que la gratitude, elle va induire, donc, dans le registre de l'avoir, on n'est plus dans je vais entreprendre une initiative parce que ça va me rapporter quelque chose. Je suis dans une logique économique qui s'engage en prenant le risque et en tout cas en ne calculant pas. Donc, on voit qu'on a en registre économique, on a affaire à deux logiques. Une logique économique qui calcule, combien ça coûte, combien ça rapporte, mais aussi avec la gratitude qui se manifeste, une logique économique qui ne calcule pas, en tout cas qui n'escompte pas immédiatement un retour sur investissement, qui prend ce risque au minimum un flou. On pourrait dire au maximum, il y a de la générosité possible. Et ça va nous donner en conséquence, on a vu précédemment qu'il y a deux jugements, donc il y a deux logiques dans l'évaluation, déterminant, réfléchissant, et dans le valoir donc, et troisièmement dans le pouvoir, ça va nous indiquer une direction, c'est que la reconnaissance et l'engagement qui ne comptent pas peut s'engager dans le collectif, et on pourrait dire pour aller vite dans le don maussien, le don de reconnaissance mutuelle. Et à partir de là, ça nous indique une orientation qui est qu'on est dans un pouvoir, une forme de pouvoir collectif qui va tisser du lien à l'horizontale, entre pairs. Donc purement informel. Et donc là, en fait, on a coexistence entre deux pouvoirs, un pouvoir clairement identifié qui est vertical, hiérarchique, l'organigramme, et d'autre part, le pouvoir horizontal, informel, qui émane de la coopération. Voilà. Donc, j'en finis avec cette idée que, je pense, un enjeu important qui est mis ainsi en évidence, me semble-t-il, c'est la fonction du management en tant que conciliation permanente du formel et de l'informel. La reconnaissance intersubjective est de l'ordre de l'informel et ses conséquences en chaîne montrent comme ça, suggèrent à travers ce court exposé qu'il y a de l'informel partout et que finalement, c'est l'informel qui donne son énergie au formel. Donc, c'est pas là aussi ou tout l'un ou tout l'autre, mais que l'énergie qui rend le formel opératoire, elle émane de l'informel. Et dernier point, ça incite, me semble-t-il, à décentrer, pour revenir à l'évaluation, le spectre, non plus en le polarisant sur le résultat et les indicateurs, mais beaucoup plus largement sur l'activité, pour comprendre, non pas pour être complaisant ou conciliant, mais pour être pertinent, c'est-à-dire en étendant la préoccupation à l'ensemble de l'approche de l'humain au travail. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Olivier pour cette présentation très riche qui nous interroge en fait sur la fonction du management, sur tout un tas de concepts, l'égalité, l'autorité, la reconnaissance, l'évaluation, la gratitude, la bienveillance, la générosité. Plein d'idées stimulantes. Est-ce que la salle virtuelle a des questions ? Des réactions ? Peut-être, en attendant que les questions ne germent, moi, j'en ai une toujours liée à la situation actuelle, avec le travail à distance notamment, qui, je trouve, montre un renforcement en fait de ces outils, de cette technologie invisible, comme disait Michel Berry, avec le poids de ces outils qui finalement donnent de plus en plus de place au formel. Voilà, comment les managers peuvent effectivement redonner de l'énergie à l'informel. Est-ce que…
Oui, tout à fait. En commençant par ne pas être dupe de ce qu'on peut appeler un management par le dispositif. Il me semble qu'on a culturellement, et depuis, mettons Daniel Bell, dans les années 70, le sociologue américain, dans un bouquin qui s'appelle Les contradictions culturelles du capitalisme, montrait qu'on n'est plus dans une espèce de monde austère où on travaille pour faire une besogne qu'on subit, etc. Et qu'en gros, il y a une forme d'hédonisme qui a envahi notre société depuis les années 60. Quoi. Et à partir de là, la contradiction en question, c'est que donc là, il en va de valeur d'égalité, d'épanouissement, etc. Mais qu'il y a un lieu où ça ne fonctionne pas, il y a une grosse exception qui s'appelle le travail, à savoir, en tout cas, le travail salarié, parce qu'il s'impose la subordination aux principes hiérarchiques. Bon. Donc, à partir de là, il me semble que nous sommes tous plus ou moins confusément conscients de cette difficulté, comment, et d'abord en tant que manager, comment surmonter cet obstacle. Bon. Et il me semble qu'une des traductions de ce phénomène, c'est que nous avons tendance le management a investi de plus en plus une façon de faire qui est une forme d'évitement, l'évitement du face-à-face, l'évitement de la discussion, et à la place, on formate les situations avec des dispositifs. Il me semble que, alors, l'évaluation en est un des bons exemples, mais un open space est un dispositif, un ordinateur est un dispositif, etc., etc. Bon, et il me semble qu'on voit là, maintenant un supplémentaire, c'est-à-dire le travail à distance, la visio. Bon, alors, je trouve que donc cette réflexion-là s'impose d'autant plus que il me semble que c'est une façon de c'est même visuel, enfin visuellement, dans la situation présente qui est la nôtre, nous apparaissons chacun dans une case. Bon. C'est vrai. Bon. Alors, on voit bien que c'est pas une société vivante en tout cas, qui s'illustre à travers un tel tableau, quoi. Bon. Donc, voilà. Et ensuite, il y a un phénomène qui est peut-être plus puissant encore, c'est que nous ne sommes plus englobés dans un collectif. Nous sommes chacun chez soi, à distance, et nous voyons le reste du monde de loin. C'est comme si on pouvait quasiment en disposer, quoi. Donc, chacun est dans sa bulle et projette son opinion sur ce vaste monde qu'il regarde, qu'il considère à distance. Et il me semble nous sommes menacés par la folie des grandeurs dans ces conditions, quoi. Donc, je trouve que ça mérite toute une réflexion d'équipe pour dire, mais inventons le meilleur usage de cette situation baroque. Bon. Et en tout cas, de surmonter l'a priori que c'est normal. Non, non, ce n'est pas normal. C'est complètement antiphysiologique et c'est un dispositif extrêmement structurant. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, il y a d'autres questions, Maxime, je crois. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour cette présentation, Pierre-Olivier. Donc, en fait, j'aurais ces trois petits points. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que je ne suis pas du tout, enfin voilà, on va dire, je suis assez profane sur vraiment tous les sujets en philosophie, etc. Donc, pardonnez-moi pour mon ignorance, mais j'ai cru percevoir dans votre intervention, à un moment donné, la dialectique un peu du maître et de l'esclave qu'on trouve chez Hegel. Donc, voilà, je m'interrogeais sur ce point-là. En fait, sinon, les deux autres points qui sont plus liés à mes travaux, lorsque vous avez discuté la question du pouvoir, ça m'a fait penser aux travaux de Mary Parker Follett et notamment la distinction qu'elle opère entre le pouvoir sur et le pouvoir avec. Donc le power over et le power with. Et du coup, bon, voilà, je m'interrogeais s'il y avait peut-être un lien intéressant à creuser. Et le troisième point, c'est un peu en lien avec ma présentation. Je m'interroge aussi beaucoup en fait sur le jeu dynamique qu'il peut y avoir entre des espaces formels et informels. Et justement, en lien avec cette question du tiers inclus et de la rencontre, on va dire, des deux univers qui sont voilà, quand même un peu contraires dans leur fonctionnement, je m'interroge toujours sur un espace tiers, en fait, qu'on pourrait peut-être qualifier d'espace transformel. Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Et voilà, donc c'était simplement pour soumettre ces points-là à la discussion. Eh ben, merci beaucoup, c'est super. Alors, bon, Hegel, oui. Et je note au passage que dans la dialectique du maître et de l'esclave, en fait, je trouve que c'est une idée qui passe trop inaperçue de nos jours. C'est que, en fait, l'esclave apprend parce que lui, il bosse.
Et alors que le maître, bah, il est statique, en fait, il perd son temps, quoi. Et en fait, qu'est-ce que ça implicitement, donc c'est très évident chez Hegel, mais je trouve que chez Marx, qui en est aussi un héritier aussi, c'est que le travail peut épanouir, peut nous apprendre des choses, quoi. Bon. Et bon, ça s'inscrit en faux contre une conception purement instrumentale du travail dans lequel on s'engage en vue d'un salaire et rien d'autre. Bon. Donc ça, je pense, il faut s'interroger en tant que manager sur la grille de lecture qu'on a soi-même en tête quand on porte le regard sur tel et tel collaborateur, telle équipe. C'est quoi le sens de l'engagement, quoi? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Bon, premier point. Deuxièmement, oui, Marie Parker Follett, très exactement oui. Et on trouve... alors, il est possible, moi j'ai trouvé beaucoup dans la philosophie politique de Ricoeur cette distinction entre pouvoir avec, pouvoir sur. Il ne cite jamais Marie Parker Follett, mais il a enseigné très très souvent aux États-Unis, à Chicago, et c'est pas du tout impossible qu'il l'ait trouvé là. Bon. Bon. Troisièmement, alors un espace tiers, je m'en coupe dans cette brèche. Il me semble qu'il y a dans cette manière de penser. Donc, quand on a identifié qu'il y a 3 registres, avoir, pouvoir, valoir, et dans chacun des registres, 2 logiques et non pas une. Alors, on est tous sauf dans le binaire. Bon. Donc, ça veut dire dans quel espace tiers est-ce qu'on va pouvoir trouver la combinaison juste pour s'adapter à la situation. Élément de réponse, un espace tiers magnifique, c'est l'imagination. C'est-à-dire, c'est ce qui déjoue le principe de non-contradiction. Dans la vraie vie, une porte est soit ouverte, soit fermée. En imagination, elle peut être les deux à la fois. Et je pense que c'est comme ça que la réalité ne cesse d'évoluer sous notre influence en tant que nous sommes capables d'inventer. Donc, il y a une dimension utopique qui fait qu'on s'extrait dans un ailleurs pour proposer quelque chose. Et en fait, comme dans les rêves aussi, il y a une dimension onirique où tout devient possible. Bon. Et me semble-t-il, c'est une carte à jouer pour limiter les dégâts d'une certaine forme de management par la nécessité, par il n'y a pas d'alternative, par voici la procédure appliquée là, et qui est un management qui s'appuie beaucoup plus sur le sens du possible, au sens non pas fataliste, mais le possible. Qu'est-ce qu'on peut inventer, qu'est-ce qu'on peut faire autrement, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, voilà. Je pense que c'est la dimension très importante, je trouve, on pourrait dire effectivement, dans le jugement réfléchissant, il y a une dimension d'invention, parce que le circuit qui connecte mon plaisir esthétique, ma joie de découvrir ce tableau-là, c'est un circuit qui vient de s'établir au contact du tableau lui-même, quoi. Donc c'est une invention qui vient d'apparaître, et à mon avis, ça relève de la sensibilité, de la réception. Est-ce que je suis capable de m'exposer à telle situation, fût-elle inédite, singulière? Et si la réponse est oui, toc, il y a un élan d'inventivité qui va permettre que cette sensation, cette expérience unique peut s'inscrire dans du permanent, c'est-à-dire la catégorie j'aime pas, c'est troublant, c'est étrange, etc., que j'avais toujours déjà, quoi. Voilà. Peut-être très rapidement que Mathias pourrait intervenir. Il y a plein de questions très stimulantes sur le chat. Mathias? Mathias Nodin nous pose une question sur le management en tant que tel. Est-ce qu'il ne serait pas un dispositif? Il y a le risque d'en faire enfin, il y aurait une forme, je dirais, de management en tant qu'embrigadement. À ce moment-là, ça relève du dispositif. Bon. Et je pense que ça fait partie de certaines politiques RH qui dorlotent leur haut cadre, y compris les potentiels, etc., pour en faire une catégorie maniable. Bon. Mais on peut imaginer aussi que de toute façon, manager, enfin, il y a du collectif et donc il y a du pouvoir. Alors autant gouverner pour que ce ne soit pas uniquement le royaume du plus fort ou le fait accompli, etc. Je pense qu'il y a une dimension. Alors un dispositif, oui, mais à ce moment-là, je trouve que tout dispositif n'est pas forcément stigmatisé en tant que tel. Il peut y avoir par exemple, si je reçois quelqu'un à mon bureau de part et d'autre de la table ou bien autour de la table ronde,
ce sont deux dispositifs différents, et donc je peux faire le bon choix qui va être en fonction de la circonstance, quoi. Et donc le tout, c'est d'en avoir un bon usage. Bon, je veux dire, en tant que tel, les dispositifs peuvent être aussi bien intentionnés. On pourrait dire l'éducation, la pédagogie est une succession de dispositifs. Bon. Alors, tirons-en la meilleure part, quoi. Voilà. Et donc, ce serait aussi applicable au management. Voilà. On peut aussi s'en servir bien, comme disait l'autre, quoi. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Alors, nous allons maintenant… Christian nous invite aussi à réfléchir au couple distanciel-présentiel qui serait remis en question, finalement, grâce à la pensée complexe de Lupasco. Donc, il y a sans doute d'autres alternatives à penser. Mais malheureusement, le temps tourne et nous allons devoir passer à la présentation de Xavier Pavie. Donc Xavier, vous êtes philosophe, docteur en philosophie avec une habilitation à diriger des recherches. Vous enseignez à l'ESSEC Business School. Vous êtes directeur académique du programme Grande École pour l'Asie-Pacifique et à cet égard, vous nous parlez depuis Singapour. Vous êtes aussi directeur du Centre Imagination, directeur du programme Management de l'innovation responsable pour l'Executive Education. Vos recherches actuelles, si je ne me trompe pas, se tournent autour de la réception des exercices spirituels antiques dans la philosophie contemporaine et vous avez à cœur d'associer cette approche pour l'innovation responsable. Vous avez publié une vingtaine d'ouvrages et d'articles en management et en philosophie, tant dans la sphère académique qu'à destination d'un plus large public. Et votre ouvrage, publié en 2018, L'innovation à l'épreuve de la philosophie, a été élu meilleur ouvrage de management 2019 par la FNEJ. Voilà, donc je vous laisse maintenant nous expliquer comment repenser l'innovation à la lumière de la philosophie pour nos enseignements en gestion. Xavier, the floor is yours. Merci beaucoup, Anne. Merci. La question est donc effectivement celle-ci, repenser l'innovation à la lumière de la philosophie pour son enseignement en sciences de gestion. Tout d'abord, la philosophie, il faut la comprendre comme une discipline thérapeutique. Et il y a plusieurs raisons pour la considérer comme philosophie, comme thérapeutique, mais que philosophie est une nécessité pour les sciences de gestion également. C'est que l'une d'entre elles est que nous savons que depuis l'Antiquité, la philosophie, elle est curative et elle est préventive. Elle est aussi cathartique et elle est aussi thérapeutique. En effet, la philosophie guérit des maux dont on peut être affligé. Par son travail sur l'âme, la philosophie permet d'envisager les situations de manière différente. La philosophie aide à penser d'une manière préférable pour mieux vivre. Et elle est préventive aussi, dans le sens où la philosophie, surtout chez les stoïciens, aide à anticiper les maux qui peuvent advenir. La philosophie prévient les obstacles, elle aide à se préparer face aux risques qui peuvent venir. Si la philosophie est cathartique, c'est parce qu'elle permet un rapport à la vérité. Elle permet de se dire, elle permet de dire la vérité. En effet, la voie vers un mieux-être, le chemin de la sagesse, oblige à une transparence envers soi-même, à savoir se dire à soi-même. Ainsi, du côté de l'innovation, il nous semble aussi indispensable d'avoir une forme de nouveau rapport à la vérité. On doit se demander si celle-ci peut bénéficier de la philosophie, car si l'innovation a permis aux organisations de survivre, de croître pendant de nombreuses décennies, n'est-elle pas dans le même temps la cause de maux majeurs, qu'ils soient politiques, écologiques ou humains? S'il faut repenser l'innovation, c'est parce que l'innovation est enfermée dans une herméneutique capitaliste dont elle doit s'extraire. Depuis des décennies, l'innovation est affectée par une culture, par des symboles, par un environnement, un écosystème, qui la noie dans une façon d'être, dans une façon de se comporter qui la réduit en un dispositif exclusivement destiné à la production économique. Cette herméneutique l'empêche de penser l'innovation. Elle n'est plus que faire, elle n'est plus qu'un outil de production. Et s'il faut qualifier finalement cette herméneutique, il faut le dire de manière très claire, elle est d'essence capitaliste. Pour tenter de repenser l'innovation, nous avons besoin de formuler une ou plusieurs propositions qui sortent forcément de ces murs habituels. Plus précisément, une pensée qui va examiner l'innovation avec de nouveaux regards qui peuvent désormais intégrer responsabilité, éthique, humanisme.
penser l'innovation avec l'habituelle méthodologie de déconstruction ne peut pas suffire. D'une part, cela a été fait plusieurs fois par de nombreux chercheurs, et d'autre part, cela porte un risque qui est de considérer que nous repensons sans sortir de l'espace nécessaire pour la reconstruction. Autrement dit, les fers de l'innovation sont tels qu'ils peuvent nous laisser croire que celle-ci est pensable ou repensable de manière autonome, indépendante, désintéressée. Or, il n'en est rien. Il est donc indispensable de repenser l'innovation avec des outils plus appropriés, qui changent de la façon avec laquelle nous pensons généralement l'innovation, globalement les catégories scientifiques de l'ingénieur ainsi que les catégories managériales. C'est pourquoi, en philosophie des sciences de gestion, cela devient une nécessité. L'enjeu est donc de penser l'innovation, plus exactement la repenser, avec la philosophie, car il s'agit de questionner, de faire douter, de montrer, d'analyser, de souligner aussi de possibles réponses, même si elles ne peuvent pas être uniques. L'hypothèse que nous formulons est que la philosophie veut venir en aide à l'innovation par ses qualités, ses dispositifs, ses techniques et son expérience. Elle seule peut lui montrer la lumière, proposer un autre regard, certainement plusieurs points de vue et suggérer des voies préférables à suivre. Toutefois, la philosophie est évidemment trop générique, d'autant qu'il n'existe pas tant la philosophie que des philosophies. Et toutes les philosophies ne sont pas nécessairement appropriées pour toutes les problématiques. Concernant l'innovation, 3 pensées spécifiques nous semblent intéressantes pour aider à repenser l'innovation. 3 philosophies qui ne sont pas nées dans leur fondation et que je vais expliquer brièvement, mais leurs approches, même si elles sont relativement éloignées aussi par leur période d'émergence, peuvent nous aider à penser à nouveau frais la capacité d'innover avec les nouvelles approches que j'ai mentionnées, politiques, écologiques, humanistes, responsables et éthiques. Les disciplines, les techniques et les pensées de la philosophie non standard, de la phénoménologie ou encore des exercices spirituels semblent intéressants pour notre propos. Elles nous semblent être pertinentes pour atteindre cet objectif de la repensée. Et ces 3 propositions permettent, nous espérons, de monder, de penser, d'ériger l'innovation pour un futur préférable. Car il faut être clair, ces approches n'ont pas pour but de faire évoluer l'innovation ou de se contenter d'appeler un nouvel innovateur dit philosophe, mais plus éthique ou plus responsable à l'occasion de la mise en place de ces innovations. Autrement dit, il ne s'agit pas d'apporter une forme de vernis sur l'innovateur, d'apporter un vernis possible sur l'innovation, mais de remettre complètement en cause l'innovation de manière ontologique. La tentative ici que je propose est de repenser l'innovation en tant qu'innovation, avec évidemment une nouvelle catégorie qui est celle de la philosophie, plus exactement les 3 dont je vous ai parlé et que je vais détailler maintenant. Que pourrait véritablement, et la question est importante, recouvrir l'hypothèse d'une innovation non standard ? S'il y avait une pensée d'innovation non standard, c'est-à-dire une focalisation sur l'orchestration des dispositifs vitaux, sans de simple aménagement des processus actuels, alors l'écrasement capitaliste sur l'innovation, avec de simples finalités que sont les performances financières, pourrait alors être absent ou au moins freiné. Il semble que cette proposition permettrait de combler une forme de vide de la pensée qui laisse la place à l'innovation telle qu'elle est aujourd'hui dans ses caractéristiques les plus hégémoniques. Plus précisément encore, l'hypothèse d'une innovation non standard cherche à éviter l'écrasement pseudo-parménidéen qui est que le même est être et penser. Aujourd'hui, l'innovation n'est que être, puisque pas de penser. Plus qu'être, on peut qualifier l'innovation comme être en réel. La pensée est alors tout à fait négligeable. Viser l'innovation non standard chercherait à s'insérer dans des interstices rendant possible l'écrasement, ou plus exactement rendant impossible l'écrasement, mais surtout commencer à entrevoir un chemin où la pensée peut devenir un contre-pouvoir à l'innovation en réel. Alors, la problématique pseudo-parménidéenne, le même, pourra alors continuer à être et penser, mais cette fois en associant faire et réflexion. Praxis théoria, comme on peut le dire. Pour le dire encore une fois autrement, il ne fait pas de doute que la pensée doit venir s'associer à l'innovation, d'où elle est finalement un peu exclue aujourd'hui. Et il s'agit bien d'association entre le faire et penser, car il ne s'agit plus de faire, mais de faire avec la pensée, avec conscience, pour le dire encore autrement. Cela signifie que l'innovation ne doit plus être simplement être conviction et affirmation,
mais elle doit être conçue et développée, mise en œuvre, lancée et suivie d'arguments et réflexions, avec conscience et doute, avec questionnement et hypothèse. L'innovation a fini par être prise, elle n'a pas toujours été comme ça, entre des griffes libérales, égoïstes, et s'est retrouvée sous la pression actionnariale qui n'a vu en elle qu'un moyen de générer du profit. Cela est d'autant plus dommageable que bon nombre d'innovateurs, d'innovations, ont au contraire veillé à mettre en place des propositions humanistes, des solutions pour le bien commun. Ce n'est toutefois qu'une minorité des innovateurs, et la critique que nous formulons vaut plutôt pour la large majorité des innovations dites privées et commerciales. Pour faire un parallèle avec la philosophie non standard de François Laruelle, ce que reproche le philosophe français à la philosophie est certes de ne pas avoir accompli son projet en ne pensant que sur elle-même, de n'avoir que des prétentions de pensée, que l'on peut retrouver dans l'innovation aujourd'hui, concernant les objets et les thèmes dont elle déclare s'occuper. La santé, l'éducation et d'autres moyens, mobilité, télécommunications. Et pour sortir de cette impasse paralysante, il a fallu développer un mode de pensée radical qui, en quelque sorte, dépasse la philosophie, même si elle reste évidemment le matériau primaire. Même chose pour l'innovation. Il y a une nécessité de dépasser son cadre de manière radicale et veiller à son accomplissement. Cela ne peut s'opérer par elle seule, pour elle seule, et donc il y a une autre forme à prendre qui est celle de l'innovation non standard. Une deuxième approche nous aide à repenser l'innovation. La deuxième, c'est celle de la phénoménologie husserlienne. Les caractéristiques de la phénoménologie que sont la recherche de la vérité, l'accès aux choses mêmes, l'analyse des vécus, ne semblent pas être des éléments évidents a priori pour caractériser une nouvelle innovation. Toutefois, lorsqu'on regarde de plus près les composants de la phénoménologie, le questionnement dans sa appréhension du monde, sa demande d'étonnement, son interrogation face aux choses qui nous environnent et ce qui se donne à nous, son obsession au sens large de comprendre, il semble que ceci soit pertinent pour repenser l'innovation. Cela est d'autant plus intéressant et pertinent si l'on s'interroge sur qui innove. C'est l'individu qui innove, qui s'étonne, qui reçoit le monde. D'où viennent cette conscience du monde et son analyse des vécus? C'est nécessairement un travail de l'homme, de l'innovateur, et c'est peut-être à travers lui que doit s'appliquer la phénoménologie. C'est peut-être à lui de ne plus exécuter l'innovation, mais l'apprendre, ne plus exécuter ou effectuer l'innovation, mais la vivre. C'est se mettre dans une posture qui ne se limite pas au contrat de travail, ni spatial, ni dans l'environnement d'un lieu de travail, ni même au titre de n'importe quelle activité, mais s'exercer à évaluer l'innovation en continu et sans limite. Poser la question de la phénoménologie pour repenser l'innovation, c'est non seulement poser que la connaissance des choses mêmes est un exercice qui peut contribuer à l'amélioration des choses elles-mêmes, mais également pour accéder à cette connaissance, à ce questionnement. Et il est nécessaire et fondamental de savoir se questionner avant tout. Autrement dit, c'est se demander comment connaître en prenant en compte l'appareil de connaissance. Pour le dire d'une autre manière, au lieu de considérer une réflexion sur les effets de l'innovation, performance, conséquences, profit, il s'agirait plutôt de s'interroger sur la connaissance de l'innovation. Pourquoi est-ce qu'elle existe? Doit-elle exister? Mais aussi qui la génère? Pourquoi le fait-il? En réponse à ces questions, nous pourrions influer sur les phénomènes. La méthode phénoménologique, sa constitution dans ses théories ainsi que dans ses modalités pratiques, semble être un apport majeur pour repenser l'innovation dans ce second temps. Enfin, le troisième et dernier pilier pour repenser l'innovation est celui des exercices spirituels. Dès ses origines, la philosophie est exercice spirituel. Son enjeu est de travailler, d'exercer son âme, son esprit pour vivre du mieux possible face aux obstacles que la vie apporte nécessairement. Les exercices spirituels peuvent prendre différentes formes: dialogue, méditation, attention à la diététique, répétition des dogmes, lecture, écriture. Et lorsqu'on les pratique, ils permettent le soin de l'âme. Chez les stoïciens, les épicuriens, les stoïciens. Les cyniques agissent alors comme une thérapie. C'est le but de la philosophie, comme je l'ai dit dans l'introduction. Et cela afin que celui qui les met en œuvre, qui va les pratiquer, ces exercices spirituels, puisse vivre du mieux possible. Tant dans les théories, les discours que les pratiques. L'exercice spirituel des stoïciens, des épicuriens et des cyniques traverse toute la philosophie hellénistique et romaine. Ces exercices si particuliers pour développer sa spiritualité demeurent au-delà de l'Antiquité. Les discours des anciens, dans leurs ensembles, ont une portée universelle. Il semble déterminant de comprendre l'actualité et la nécessité des exercices spirituels pour notre temps. D'autant plus pour les innovateurs qui construisent le monde d'aujourd'hui et de demain. Autrement dit, comment pouvons-nous les exclure
de cette question spirituelle pour un monde à venir qu'ils ont entre leurs mains. Pierre Hadot soulignait cet élément de manière importante. Je le cite. « Le modèle de la philosophie antique est toujours actuel, ce qui signifie qu'une quête de la sagesse est toujours actuelle et toujours possible. Je dirais seulement qu'il y a, me semble-t-il, des attitudes universelles et fondamentales de l'être humain lorsqu'il recherche la sagesse, c'est dans exercice spirituel et philosophie antique. » Ce serait une erreur de lire Pierre Hadot uniquement pour le domaine réservé de la philosophie. La philosophie ne s'adresse pas qu'à elle-même. Et l'actualité contemporaine des exercices spirituels, ainsi que Pierre Hadot l'appelait de ses voeux, doit prendre pied dans l'innovation, dans celui qui fait le monde, et dans l'innovateur ou pour l'innovateur et ses citoyens. La volonté de puissance des exercices spirituels antiques, qui ont survécu pour se retrouver dans le présent, dans notre monde actuel, de manière concrète, avec des philosophes qui continuent sur cette dimension-là, nécessite que nous leur rendions hommage en quelque sorte, après avoir traversé 2500 ans, en les utilisant là où ils sont des plus nécessaires. Et il n'y a peut-être pas de meilleure manière que de leur rendre hommage en les utilisant, en les confrontant à un certain terrain où la sagesse semble faire défaut à l'heure actuelle, qui est le terrain de l'innovation. Pour conclure, un monde bienveillant auquel nous pouvons aspirer ne parvient pas à émerger. Nous n'avons que des discours possibles parce que nous extrayons de nos discours ceux qui font le monde. Autrement dit, encore une fois, la philosophie a toujours tendance à se penser sur elle-même, par elle-même, avec une forme de prétention au monde, comme François Laruelle l'a critiqué avec la non-philosophie et que nous avons cherché à mettre en œuvre avec une innovation non standard ou une non-innovation. Les organisations politiques internationales ne cessent de créer sommets, conventions, accords et traités pour tenter de réduire les conséquences négatives des activités humaines dans le cadre de croissance économique. Rien n'y fait. Nous savons que les organisations politiques, les gouvernements des pays ont une influence très relative sur les grandes organisations privées qui sont désormais aujourd'hui bien plus puissantes que de nombreux États et à la tête desquels se trouvent des innovateurs. De plus, les moyens à mettre en œuvre pour cesser de nuire ne sont pas idoines pour séduire un électorat qui se refuse d'envisager les changements fondamentaux nécessaires. D'un point de vue local ou sectoriel, les autorités sont tout autant dépassées et les lois, les régulations sont en permanence détournées, déjouées, sans compter que, et c'est important de l'avoir en tête, de le rappeler, l'innovation vient toujours avant la loi. Les amendes peuvent se compter en milliards d'euros. Elles ne sont pas dissuasives pour des films dont les revenus sont hautement supérieurs à moyen ou long terme. Que reste-t-il donc pour faire le bien lorsque la législation, la régulation, la dissuasion n'ont aucun effet? Quel outil à mettre entre les mains des innovateurs s'ils ne peuvent pas être politiques, législatifs? Pour qui, finalement, doivent-ils agir selon le bien commun? Comment peut-on imaginer la façon avec laquelle il existe l'épélémélaïe et Otou en Grèce, qui est de prendre soin de soi? Le parti développé dans cet échange, tous ensemble, est justement de souligner qu'il est nécessaire de philosopher en sciences de gestion, évidemment, et peut-être plus particulièrement en ce qui concerne l'innovation, tant pour sa compréhension que son enseignement. Plus particulièrement, ce que l'on a essayé de regarder ensemble, c'est essayer de comprendre dans quelle mesure la philosophie non standard peut aider à cela, avec une innovation non standard, autrement dit, une philosophie qui n'a pas de prétention au monde, une innovation qui n'a pas de prétention au monde, la phénoménologie husserlienne, et avec une phénoménologie destinée à l'innovation pour comprendre les phénomènes qui nous arrivent et insister sur les phénomènes tels qu'ils peuvent arriver en fonction de l'innovateur, et plus exactement, pour terminer, les exercices spirituels, ainsi qu'ils peuvent être développés dans l'Antiquité et qui seraient à repenser à nouveau frais pour les innovateurs, dès lors qu'il s'agit de penser à comment peut-on faire le bien. Ces trois dimensions-là sont probablement une voie pour repenser l'innovation et viser un enseignement différent de cette discipline dans les sciences de gestion, tout du moins si l'on veut préserver une vie authentiquement humaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier pour cette magnifique présentation qui nous invite à réfléchir sur le sens de l'innovation finalement. Et peut-être à cette question, qu'est-ce que nous souhaitons en fait pour notre avenir d'humain? Vaste question. Est-ce que la salle virtuelle a des questions, souhaiterait réagir?
sur cette question de l'innovation. Oui, une petite question, Anne. Oui. Oui. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation très, 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 très riche. Alors moi, en fait, j'aurais une petite question. J'ai ressenti une acception, une connotation finalement assez morale dans la façon d'aborder l'innovation dans ta présentation, notamment au regard des enjeux politiques, écologiques, éthiques. Et en fait, à ce titre, je m'interrogeais sur la distinction que vous opérez ou non sur l'innovation et le progrès, en fait. Voilà. Donc, c'était une simple question sur la différence ou les ressemblances entre ces deux notions. Oui, c'est très important. On distingue progrès, invention et innovation également. Le progrès, c'est du latin progressus, dans lequel il va y avoir quelque chose de désintéressé. C'est-à-dire que nous faisons un progrès de la connaissance, par exemple. Et simplement pour qualifier ou pour expliquer cela un peu dans le détail, on s'aperçoit que le progrès est fait par les philosophes et les scientifiques. C'est pour ça d'ailleurs que l'ensemble des philosophes dans l'Antiquité s'intéressaient autant aux sciences qu'aux philosophies, parce que tous sont philosophes, les pythagoriciens, enfin Pythagore évidemment, mais Thalès également, pour la simple raison, et Aristote que tout à l'heure tu soulignais, Aristote explique qu'est-ce que la philosophie sinon l'étonnement. Et pourquoi est-ce que les individus sont arrivés à la philosophie? C'est parce que les individus s'étonnent, je crois que c'est dans la République. Les individus s'étonnent. Le problème, c'est quand on s'étonne, comment est-ce que l'on trouve une réponse? On trouve une réponse dans la science. Et donc, les philosophes qui posaient la question ont cherché à trouver une réponse. Et donc là, il y a un progrès de la connaissance qui s'opère. Et ce progrès de la connaissance, il se fait de manière contributive avec une évolution possible. Cette dimension-là est d'ailleurs tout à fait sensible à la fin du 19e siècle encore, où l'on a des Berthelot, où on a des scientifiques qui sont aussi des philosophes. Et ils se posent toujours des questions de manière philosophique, sans distinguer l'un ou l'autre. Et puis, ensuite, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pourquoi est-ce qu'il y a une séparation entre les deux? Une séparation dure d'ailleurs, mais les mathématiques et la science étaient, selon l'arbre que l'on connaît tous, eh bien les mathématiques et les sciences faisaient partie de la philosophie, bien sûr. Donc le progrès est désintéressé. L'innovation, elle est intéressée. Et cette dimension est intéressante. D'ailleurs, de manière très contemporaine, je le dis, ce n'est pas par provocation, mais je pense sincèrement, on peut considérer que Wikipédia est dans cette démarche. Il ne souhaite pas recueillir de l'argent ou des fonds par des publicités. C'est quelque chose d'extrêmement contributif, c'est-à-dire qu'il y a des plages de débat pour le faire. Et par contre, évidemment, du don, et c'est normal parce que, évidemment, il faut avoir un peu de fonctionnement. Mais on peut dire qu'il y a du progrès de la connaissance aujourd'hui avec Wikipédia. L'innovation est donc différente puisque l'innovation va être à des fins privées, à des fins dirigées. Et à ce titre-là, on va le différencier de l'invention, puisque la différence entre invention et innovation, c'est le fait de générer des profits dans l'innovation, ce qui n'est pas le cas de l'invention. Et on a aujourd'hui beaucoup trop de volonté d'innover, alors qu'inventer, c'est super. Nous n'avons pas forcément besoin d'innover. Je parle évidemment avec le background économique de Joseph Schumpeter, évidemment. Et cette dimension-là, elle est importante parce qu'aujourd'hui, quand nous avons besoin d'inventer dans l'éducation ou la santé, nous ne cherchons pas à faire des profits et il faut quand même inventer. Et bien, c'est très bien. On va avoir des impôts grâce à cela, on va avoir des taxes grâce à cela et c'est très bien. On ne cherche pas à innover tout le temps. Par contre, les organisations privées, elles n'ont pas vraiment le choix. Et elles doivent innover pour pouvoir générer des profits, pour faire évidemment fructifier leur organisation. Et la question qui m'interpelle depuis longtemps, et Anne l'a rappelé avec la question des exercices spirituels et de l'innovation, c'est innover, oui, mais jusqu'à quel prix? Sachant que ça m'a évidemment troublé à titre personnel, puisque mes travaux en philosophie se retrouvent confrontés à une compréhension pleine et entière des organisations dans une école de business. Okay, évidemment qu'il faut innover, évidemment qu'il faut protéger les entreprises, évidemment qu'il faut avoir un système économique qui fonctionne. En même temps, jusqu'à quel prix? Eh bien, j'essaie de chercher à réconcilier ça. J'ai un peu loin dans la réponse. Mais... Merci beaucoup, Xavier. Merci beaucoup. Pierre-Olivier, peut-être une réaction?
Il n'y a pas de micro, Pierre-Olivier. Ah, oui, Pierre-Olivier, il faudrait, je crois, réactiver votre micro. Voilà. Voilà, on vous entend. C'est juste pour revenir sur le… Est-ce que vous pourriez revenir sur le pourquoi et éventuellement le comment de la bifurcation ou le divorce qui a fait que tout d'un coup, on a d'un côté la philosophie et de l'autre côté la non-philosophie, et cette tragique situation dans laquelle on a affaire à des mondes qui s'ignorent, quoi. Enfin, alors, la non-philosophie telle que je l'ai dit, selon le philosophe François Laruelle, ou la non-philosophie, ou le fait d'être non-philosophe. Oui, alors, le fait d'être absolument non-philosophe, oui. Et en particulier par rapport à tout ce qui est problématique d'innovation, où on peut avoir des ingénieurs qui n'ont jamais vu de philosophie, peut-être. Enfin. Oui, absolument. Ça doit même être assez fréquent. C'est même de plus en plus fréquent. C'est même pas de plus en plus, c'est tout simplement fréquent. Et il n'y a pas ce genre d'approche ni en management, ni en école d'ingénieur. Alors, ce qui me trouble le plus, c'est de ne pas l'avoir en management plutôt que pour les ingénieurs. Parce que les ingénieurs, de toute façon, ils sont là pour inventer. Je vais le dire un peu vite, mais les ingénieurs ne sont pas là pour forcément commercialiser ou mettre sur le marché, mais néanmoins, ils sont à l'origine de cela. Or, les managers, ou en tout cas le management en général, lui, va pouvoir au contraire développer cette dimension-là de manière importante. Cette coupure qu'il y a eu, c'est tout simplement à partir à partir de l'industrialisation, dans lequel on va comprendre qu'il y a des intérêts privés dans lesquels on n'a pas besoin d'accomplir une mission importante. Et le fait de ne pas avoir une mission importante, c'est-à-dire je vais penser pour le bien commun ou je vais penser pouvoir résoudre des choses pour le monde, mais finalement pour des intérêts privés avec des éléments et une émergence du capitalisme de manière majeure. Et donc c'est le capitalisme qui a semé la graine, mais quand il sème la graine, dans le même temps, il y a une forme de religion qui va s'emparer de ce système-là en disant « faites attention à ce que vous faites ». C'est la religion protestante. Max Weber, l'esprit du capitalisme. Et donc, on va continuer ça, sauf qu'après, un tout petit peu plus tard, en 1953, c'est Howard Bowen. Howard Bowen va dépasser le cadre de la religion. Il va dire « mais non, en fait, vous devez faire le bien, peu importe si vous êtes protestant ou pas ». Ce qu'avait appelé le protestantisme, ça va être évidemment la philanthropie. Et donc, globalement, je peux gagner beaucoup d'argent, je vais rendre, évidemment, ensuite, à la fin de ma vie, dans des organisations, on pense à Rockefeller, on pense à Vanderbilt, tous les pères du capitalisme américain qui vont être effectivement avec une religion protestante importante. Et puis ensuite, nous allons avoir Howard Bowen, 53, qui lui va dire « il va falloir penser au-delà de la religion ». Avec des éléments très positifs, parce qu'il va parler pour la première fois de personnes morales, par exemple, pour les entreprises. Et il va dire quelque chose de fondamental, il dit que les entreprises doivent avoir un rôle exemplaire. Ça, c'est absolument super. D'ailleurs, on le voit bien parce que l'État français, par exemple, a toujours voulu à ce que les sociétés du service public soient des entreprises exemplaires. Et donc, que ce soit sur les congés payés, que ce soit sur les salaires, elles étaient censées montrer l'exemple pour les entreprises privées. Donc, Howard Bowen dit « ne pensez pas qu'à la religion, faites quand même le bien, c'est important ». Oui, sauf que quand vous n'avez pas une mainmise ou un ordre moral, pour reprendre le point de Maxime tout à l'heure, un ordre moral qui vous dit comment penser, eh bien finalement, cela va s'écarter de votre champ et la question de faire le bien ne va être moins en moins prégnante pour vous et vous allez continuer à innover d'un autre côté. Autrement dit, rien n'a remplacé la morale. La morale, je le dis très rapidement, mais la morale, c'est bien différent d'éthique. La morale, elle va être donnée par les institutions. La morale est donnée par l'école, elle est donnée par les hôpitaux, par la prison, par le gouvernement, par les religions, par les églises. Toutes ces différentes dimensions-là, institutions-là, vont nous dire comment est-ce qu'il faut penser. Et quand vous en enlevez une, eh bien forcément, ça va laisser la liberté aux autres d'agir sans penser. Je vais vous donner un autre exemple pour être sûr d'être clair. Lorsque l'on voit émerger la question des corps, par exemple, qui m'importe beaucoup dans le transhumanisme en termes d'innovation, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi ? Parce que, certes, on ne pouvait pas tout faire auparavant techniquement comme aujourd'hui on peut le faire avec le séquençage de l'ADN, etc. N'empêche qu'on en a toujours eu la volonté. Ce qui nous empêchait, c'était deux choses. C'est que les églises disaient « mais vous ne touchez pas au corps, vous ne touchez pas à l'être humain, vous n'avez pas le droit de faire ça ». Et d'autre part, on n'y arrivait pas. Aujourd'hui, typiquement, on peut le faire et la religion n'a plus d'emprise sur ces innovateurs. Donc, finalement, on part n'importe comment. Eh bien, ce que je dis, c'est que puisque l'on part n'importe comment, on a besoin de ramener à quelque chose
que j'appelle la spiritualité ou les exercices spirituels, qui n'a rien de religieux du tout, mais qui est simplement comment je dois me comporter ou comment je veux me comporter. Les vertus du questionnement. Les vertus du questionnement du questionnement, c'est vrai, Anne, mais dans les exercices spirituels, il y a des réponses. Il y a des réponses. C'est-à-dire que les maîtres de l'Antiquité, ils apportaient des réponses concrètes aux disciples. Ça pouvait être des lettres, ça pouvait être des discussions. Il ne s'agit pas que de se questionner. Tu n'agis pas bien, il faut que tu t'entraînes à bien agir. Pythagore le dit très bien, je pensais à Plutarque en le disant, Plutarque le dit de manière très claire. Plutarque dit combien de temps tu as réussi à ne pas te mettre en colère. Est-ce que c'est 1 jour, 2 jours, tu retournes chez toi, tu recommences, tu notes. Il y a des éléments de questionnement, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Merci beaucoup, Xavier. Peut-être très rapidement, avant de se quitter, Christian qui souhaitait nous poser une question sur la philosophie de la décroissance. Oui, en fait, cette question-là m'a beaucoup perturbé. J'ai regardé à peu près dans la philosophie le fait de dire que nous avons tous, en tant qu'être humain, en tant qu'espèce humaine, plus exactement, en tant qu'espèce animale, nous avons, et si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons je vais le dire avec les mots nietzschéens, nous avons une volonté de puissance. Mais Bergson va parler d'élan vital. Schopenhauer, pareil. Aldous Huxley, la même chose. Posidonius dans l'Antiquité, tous vont parler d'élan vital qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Autrement dit, l'individu humain est poussé en permanence vers ce progrès, vers cette demande de progrès en permanence, et c'est intrinsèque à nous. En regardant l'ensemble des philosophes sur ce sujet-là, j'en tire un peu la même conclusion qu'eux, c'est-à-dire que nous n'arriverons pas à arrêter ce que nous faisons et même à décroître. Il y a un proverbe anglais qui est très connu qui dit « Quand le génie est sorti de la bouteille, on ne peut pas le remettre ». La question, ce n'est pas est-ce qu'on doit le remettre ou pas, c'est qu'est-ce qu'on en fait du génie. Je crois qu'on conclut là, dans la limite du temps qui nous est imparti. On aimerait continuer des heures à vous écouter tous les trois, tellement que vous avez été passionnants. Mais voilà, on se heurte au principe de réalité de la durée de cet atelier. Donc, je voulais vraiment vous remercier tous les trois, Maxime, Pierre-Olivier et Xavier, pour vos magnifiques présentations qui sont extrêmement stimulantes, qui nous posent vraiment plein de questions, qui nous offrent aussi des directions. Finalement, pourquoi philosopher en sciences de gestion? Eh bien, pour ne pas souffrir, pour nous aider à penser, pour mieux vivre, pour tirer du sens, pour avoir un nouveau rapport à la vérité, pour montrer des possibles, pour nous montrer de la lumière. Donc, vraiment, c'était, je crois, une matinée très, très riche. Mais nous devons nous quitter pour aller vers d'autres ateliers, d'autres conférences. Donc, encore un grand merci. Et puis, nous pouvons rester en contact. Je crois que nous avons les noms des uns et des autres pour pouvoir poursuivre dans des espaces tiers, on en parlait tout à l'heure, nos réflexions. Je vous souhaite une bonne continuation de congrès et vraiment merci à tous. Merci beaucoup.